Bonsoir mesdames et messieurs, on va pouvoir ouvrir cette séance du conseil municipal du 8 décembre 2021 avec un ordre du jour assez copieux. Je vais vous proposer de commencer par faire l'appel et pour cela je vais solliciter Jonathan, notre plus jeune conseiller municipal. Merci. Burlot, Christian. Présent. Gauthier, Jean-François. Présent. Rose, Valérie. Cran, Françoise. Présent. Duval, Gabriel. Présent. Sourget, Sébastien. Présent. Andrzejewski, Magali. Présent. Condé, Jiménez, Raphaël. Présent. Soufflet, Caroline. Gandon, Régis. Présent. Terrassin, Swad. Présent. Coire, Sébastien. Présent. Gut, Laetitia, pouvoir à Stéphane Mérel. Sanson, Margaret. D'accord. Normand, Christelle. Duval, Sabrina. Blanchard, Nadège. Clouet, Brice. Tano, Erwan. Présent. Hervé, Jonathan, présent. Thibaudeau, André. Présent. Savalé, Madi. Présente. Je vais donc pouvoir reprendre les éléments. Alors, si vous voulez bien, nous allons procéder tout d'abord à l'accueil de Madi Saval qui rejoint l'équipe municipale, nouvelle conseillère municipale et qui va donc succéder à Christelle Jacquemou qui a souhaité pour des raisons personnelles mettre fin à son mandat. Donc je remercie Christelle Jacquemou pour tout le travail accompli au sein des commissions. Et puis, je lui souhaite de toujours, c'est son souhait également, s'intéresser à nos travaux et ne pas hésiter à nous faire part de ses remarques et nous suivre avec plaisir. Et puis j'accueille avec également beaucoup de plaisir et je lui souhaite la bienvenue à Madi Saval. Voilà, bienvenue Madi. Très bien. Alors, sur les étapes suivantes, on procède, comme à l'habitude, à l'approbation des procès-verbaux des séances de conseil municipal, donc cette fois ici des 6 et 20 octobre. Est-ce que pour l'un et l'autre de ces procès-verbaux, vous auriez des remarques ou des observations à formuler avant qu'on passe au vote? Il n'y a rien à remonter, donc je vous propose de pouvoir les approuver. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre leur approbation? Il n'y en a pas, je vous remercie. Un point maintenant sur les décisions du maire dans le cadre des délégations qui lui sont confiées par le conseil municipal. Ici donc information sur la livraison de concessions pour des emplacements situés dans les cimetières de la commune, donc 2 au cimetière de Saint-Roch et 2 au cimetière de Versailles. Dans le même registre, il y a également un renouvellement de concessions au cimetière du Prieuré.
Il y a une reprise de 12 concessions arrivées à expiration au cimetière du Prieuré. Voilà pour ce qui concerne le cimetière, et je voudrais rappeler le travail de fond qui a été accompli par Hélène Mavero et Stéphane Merel à ce sujet sur la mise en place notamment d'un règlement ensuite du cimetière qui donne visibilité à tout le monde et à nos habitants notamment pour savoir comment nous fonctionnons. Le point suivant, nous avons également confié au CIDELA la pose et la dépose des illuminations de fin d'année qui sont donc installées sur la commune pour la période de Noël. Et donc pour cela, pour un montant de 11 427 € et des centimes TTC. Et puis nous avons également confié à l'entreprise Guilleneuf et Fils la prestation de construction d'un espace d'accueil annexé au Boulodrome, situé route de Saint-Roch, en face le gymnase du Landas. Et cela pour un montant de 14 698 € et quelques centimes TTC. Et cela viendra bien entendu renforcer l'équipement pour nos boulistes et puis également ceux qui pratiquent, je crois, le molki, il me semble, et d'autres activités qui pourraient bénéficier de cet espace. Une information, si vous voulez bien, maintenant sur la réouverture du centre de vaccination. Donc, vous dire déjà qu'elle a commencé ce mardi 7 décembre jusqu'au 10 décembre 2021 avec l'arrivée du SDIS, comme il l'avait procédé sur la première période de vaccination en mars 2021, février 2021 et mars. Donc il revient pour cette semaine du 7 au 10 décembre. L'objectif est de pouvoir vacciner 240 personnes par jour ainsi que 60 professionnels. On entend par professionnels les forces de l'ordre, les pompiers, les professionnels de santé. Et ensuite, le relais sera pris par la ville de Pontchâteau avec l'ouverture du centre à compter du mercredi 15 décembre 2021 et en partenariat avec l'ARS et les professionnels de santé du territoire. Et puis aussi des élus du territoire, communauté de communes Pays Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois, qui ont été de nouveau ressollicités pour bien vouloir tenir des permanences à l'accueil, et je les en remercie par avance. Le centre sera d'abord ouvert 3 jours cette première semaine, puisque nous commençons le mercredi 15. Et puis ensuite, nous serons sur un rythme du lundi au vendredi, excepté le mardi qui sera fermé. Je laisserai Sylvie apporter les précisions qu'elle juge utiles. Et donc cet horaire sera de 8h30 à 17h35. Il est possible qu'il y ait des ajustements en fonction de la réalité de terrain et des besoins pour s'adapter. Et je passe ensuite la parole à Sylvie. L'objectif de vaccination est de 327 patients par jour. Ce que je veux dire aussi vis-à-vis de notre contexte, c'est que nous sommes en pleine montée de la transmission de ce virus, puisqu'on est à 600 pour 100 000 en taux d'incidence, ce qui veut dire que nous sommes à Pontchâteau et sur le territoire au-delà de la moyenne départementale. Donc autant, c'est ça, hein, donc autant être très précis. Tous les événements qui ne peuvent pas ou qui n'ont plus de sens s'il n'y a pas le temps de convivialité, doivent être remis. Nous avons pour notre part, à regret, mais annulé les vœux au personnel, annulé les vœux à la population dans le seul but de protéger nos habitants, de ne pas créer de clusters. Donc évidemment, les événements qui arrivent pour partie en plein air, comme le marché de Noël, ou les animations annexes au marché de Noël qui viennent renforcer cette animation, doivent tenir compte de cette prudence, c'est-à-dire qu'en dehors de l'animation proprement dite, les temps conviviaux qui amènent la personne à enlever son masque pour prendre un verre, pour prendre une collation ou pour prendre ou de déjeuner sur place, ça crée autant de risques de démarrer un cluster, et j'appelle toute la vigilance et la responsabilité des organisateurs pour la prise en compte de cette remarque. Voilà, peut-être Sylvie, un complément, hein, si tu veux bien. Non, c'était juste pour préciser que le 24 décembre et le 31 décembre, le centre sera fermé, puisque probablement il y aurait très peu de personnes qui auraient envie de se faire vacciner
la veille des fêtes. Donc c'est juste ça. Et effectivement, comme le disait Dany, c'est à peu près 320 vaccinations par jour, environ 1250 dans la semaine. Donc voilà pour ce que je voulais vous donner comme information concernant le centre de vaccination. Vous dire que le Doctolib aussi, peut-être Sylvie, va être mis à disposition d'ici la fin de la semaine, vendredi soir. Qu'il ne faut pas s'étonner si dès le lundi on ne le voit plus, parce que les créneaux se remplissent très vite. Mais en tout cas, celui que la commune va ouvrir, c'est plutôt vendredi soir, hein, lundi matin ou plus tard, pour un démarrage de vaccination le mercredi. Oui. Juste une autre information, nous allons être sur 2 vaccins différents, le Pfizer, réservé aux moins de 30 ans, et le Moderna. Oui. Donc à un moment, il va probablement y avoir probablement le mercredi réservé plutôt aux moins de 30 ans et aux jeunes. Voilà, merci pour les précisions, oui. Alors, donc on suit de près cette actualité, évidemment, pour, dans la mesure du possible, ne pas s'exposer, comme je le disais, au virus, et donc de vraiment renforcer les gestes barrières en toute occasion. Hein. Nous allons pouvoir passer au point suivant. Ce soir, je voulais évoquer et rapporter quelques éléments principaux concernant le rapport social unique, celui donc de 2021, qui retrace des éléments clés concernant la vie de notre collectivité. Vous dire que nous sommes sur un effectif en 2020 de 122 agents, dont 100 fonctionnaires, 5 contractuels sur un emploi permanent et 17 contractuels sur un emploi non permanent, ce qui revient aussi en nombre d'équivalents temps plein à 112,38 équivalents temps plein. On entend par emploi non permanent les emplois provisoires pour répondre à un besoin temporaire ou saisonnier. La répartition de ces emplois permanents se répartissent en 3 catégories. La catégorie, donc à 77% pour la catégorie C, à 15% pour la catégorie B et à 8% en catégorie A. Chacune pour la C rapportant à des fonctions d'exécution dans le travail, la catégorie B des fonctions d'encadrement et la catégorie A des fonctions de direction d'encadrement supérieur. Vous avez aussi pris connaissance dans le rapport social unique qui vous a été présenté, la répartition des emplois permanents par filière. Donc on vous les propose ici ce soir en rappel. Je ne vais pas les rappeler, mais vous avez bien sûr une forte présence de la filière technique, suivie ensuite de la filière administrative. Et puis nous avons d'autres filières, la filière médico-sociale, la filière animation, bien entendu, pour la prise en charge des élèves après le temps scolaire, et puis la filière police municipale et la filière sportive, avec une répartition et une proportion concernant les postes contractuels. Vous dire également que la part des femmes au sein de la collectivité est prépondérante, 62% de l'effectif contre 38% pour les hommes, avec une moyenne d'âge des agents de 47 ans pour les emplois permanents et 38 ans pour les emplois non permanents. Voilà, le temps de travail, quant à lui, se répartit avec, pour une part, temps de travail pour les titulaires, 86% d'entre eux sont à temps complet, 14% à temps non complet. Les contractuels sont à 80% à temps complet et 20% à temps non complet. Et puis nous avons 30% des fonctionnaires à temps partiel. La distinction entre temps partiel et temps complet ou non complet, la base de travail étant de 35 heures, on peut être aussi sur un contrat de travail inférieur à 35 heures, c'est donc un temps non complet, mais on peut aussi avoir une base de travail à 100%, 35 heures, mais choisir de travailler qu'à 85 ou 80% de son temps, et dans ce cas, on est dans la situation d'un temps de travail partiel. Sur ce que je peux ajouter concernant la rémunération, comme beaucoup de collectivités de notre taille, la charge de personnel est donc à hauteur de 56% des dépenses de fonctionnement.
avec également pour une part du régime indemnitaire sur les rémunérations annuelles brutes, donc sur les emplois permanents, qui représentent 22% de cette masse salariale. Et puis, rappeler également que 62% de nos agents sur emploi permanent ont effectué au moins un jour de formation, et ils ont par ailleurs suivi au total 180 jours de formation. 60% de ces formations ont été effectuées par le biais du CNFPT et 40% par d'autres organismes. Donc CNFPT, Centre national fonction publique territoriale. Les promotions, donc 49 agents ont bénéficié d'un avancement d'échelon et 5 d'un avancement de grade en 2020. Et puis par ailleurs, un agent a été promu au titre de la promotion interne. Concernant l'absentéisme, nous avons enregistré pour l'année 2020 21,1 jours d'absence pour tout motif médical par fonctionnaire, c'est une moyenne, et 9,8 pour les contractuels sont inclus dans cette moyenne, les temps aussi pour congé maternité. Donc voilà. Sur la question du handicap et pour les personnes en situation de handicap, nous avons 8 agents, 8 travailleurs handicapés sur emploi permanent au sein de la collectivité et puis un travailleur handicapé sur un emploi non permanent. Sur le critère prévention et risque professionnel, on a enregistré malheureusement 3 accidents de travail qui ont été déclarés en 2020. Il faut dire également que nous avons, depuis la mise en place du document unique d'évaluation des risques professionnels, nommé 3 assistants et un conseiller de prévention dans la collectivité pour justement travailler sur cette question par anticipation pour éviter que les agents ne se mettent en situation ou en risque d'accident de travail. Malgré tout, on ne peut pas tout éviter. En tout cas, les dépenses effectuées en faveur de l'amélioration des conditions de travail s'élèvent à 25 119 € et nous y apportons une attention toute particulière. Sur l'action sociale et le volet social, la collectivité participe au contrat de prévoyance pour l'année 2020, soit environ 156 € annuels par adhérent. Et puis apporte aussi une cotisation au COS 44 et propose des titres au restaurant valorisés à hauteur de 50%, abondés de 50% par la collectivité. Sur la relation sociale proprement dite, nous n'avons pas de jour de grève recensés et nous avons tenu 3 réunions du comité technique et 3 réunions du CHSCT. Et nous avons pour habitude maintenant de convier l'une et l'autre de ces instances ensemble pour, lorsqu'il y a un tronc commun sur l'ordre du jour, le partager ensemble, pas avoir de redites. Et puis, quand il y a des points spécifiques, dans ce cas, on les aborde ensuite séparément entre le comité technique et le CHSCT. Voilà rapidement brosser peut-être ce que je voulais vous dire sur ce rapport social unique. Vous en avez un exemplaire plus détaillé, évidemment, dans vos dossiers. Donc, il n'y a pas d'approbation particulière à porter. Voilà. On va pouvoir aborder le premier point qui sera soumis au vote. Donc, il s'agit ici de l'approbation de la modification des statuts de la communauté de communes. Donc, vous rappelez que la communauté de communes exerce les compétences assainissement et eau potable. C'est une compétence obligatoire exercée par le PCI et que par ailleurs, elle a, le 25 février 2021, délibéré la communauté de communes puisqu'elle a choisi d'exercer au niveau communautaire la compétence mobilité. Et donc, il s'agit ici pour nous d'inscrire dans les statuts, donc de mettre à jour les statuts, d'inscrire ces 2 nouvelles compétences et donc de procéder à la modification de ces statuts et d'en prendre en compte l'exercice de ces compétences. Donc, avant que nous passions à l'approbation, que nous soumettions cela à votre approbation, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions à ce sujet-là? Donc, c'est en place pour nous depuis plusieurs mois. Je vous propose de pouvoir procéder à l'approbation de la modification des statuts de la communauté de communes. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre la mise à jour et l'approbation de ces compétences, de ces statuts, pardon? Il n'y en a pas, je vous remercie.
Alors, le point suivant concerne l'ajustement à la baisse de l'enveloppe financière des indemnités de fonction des élus municipaux. Donc, cela fait suite à la réduction du nombre d'adjoints au sein de notre équipe municipale. Nous passons de 9 à 8 adjoints. Et pour cela, il est donc nécessaire de procéder à l'ajustement et à la baisse de l'enveloppe financière mensuelle maximum des indemnités des élus. Et cette enveloppe était fixée préalablement à 12 154 € et quelques centimes. Elle passe à 11 084 € 73 centimes mensuel maximum. Voilà, sur la proposition qui vous est donc faite, rappelez, donc on propose de fixer l'enveloppe financière mensuelle de la façon suivante, dans la répartition qui était déjà celle en vigueur, il n'y a pas de changement. On rappelle la répartition en vigueur, 65% de l'indemnité de cette enveloppe pour l'indemnité du maire suivant l'indice terminal de la fonction publique, 27,5% par le nombre d'adjoints, et puis de rappeler les taux des indemnités des fonctions des élus fixés par délibération en date du 10 juin 2020 sont maintenus sans aucun changement et répartis de la façon suivante. Donc on le disait, pour le maire, ce qui a été choisi, c'est 52% de l'indice brut, les adjoints 19% de l'indice brut de la fonction publique, conseillers délégués 9,5, conseillers municipaux 1,6. Il n'y a pas de changement dans la répartition ici proposée. Enfin, il est en tout cas nécessaire de reprendre dans la continuité la délibération relative à la majoration des taux d'indemnité de fonction. Et donc, c'est cette proposition que nous soumettons à votre vote. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette mise à jour? S'il n'y en a pas, je vous propose de pouvoir donc ajuster à la baisse cette enveloppe financière des indemnités de fonction, de fixer le montant des indemnités de fonction tel que je vous en ai cité la répartition. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? S'il n'y en a pas, je vous remercie. Nous adoptons cet ajustement. Alors, fixation de la durée annuelle du temps de travail. Donc ici, nous sommes de nouveau sur un point RH. Donc la loi, rappelez ici très vite que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a organisé la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures, maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux, et donc impose un retour obligatoire aux 1607 heures. Et donc ici, la définition, la durée, l'aménagement du temps de travail des agents sont fixés par l'organe délibérant, donc notre conseil municipal, après avoir pris avis du comité technique. Et donc le travail, on le rappelle, est organisé suivant des périodes de référence appelées cycles de travail. Les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou prendre en considération la nature des fonctions exercées. Et les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, ce qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel, notamment ceux qui ont des temps de saisonnalité. En tout cas, quel que soit le temps hebdomadaire réalisé, le temps annuel ne dépassera pas 1607 heures, et donc on dit que c'est un temps annualisé à 1607 heures, notamment pour les services qui alternent des périodes de haute ou de faible activité. Tous les agents travaillent au maximum 1607 heures. Donc, à Pontchâteau, donc pour notre collectivité, ce protocole d'accord sur l'aménagement du temps de travail approuvé par le conseil municipal le 21 février 2021 avait recueilli l'avis favorable du comité technique et avait donc fixé la durée annuelle du temps de travail à 1600 heures. Depuis le 1er janvier 2005, la journée de solidarité est ajoutée, ce qui nous amène à 1607 heures au maximum. Et puis par ailleurs, les cycles de travail selon les différents services municipaux, à compter du 1er janvier 2020, ont été définis par délibération le 10 décembre 2019. Et nous avons également consulté le 24 novembre 2021 le comité technique qui a émis un avis favorable sur ce temps de travail. Donc avant de passer au vote, est-ce que, en sus des documents qui vous ont été remis, vous auriez des questions ou des remarques à formuler?
S'il n'y en a pas, je vous propose qu'on adopte conformément à la loi la proposition relative à la définition, la durée et l'aménagement du temps de travail des agents et qui prendra effet à compter du 1er janvier 2022. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas, je vous remercie. L'autre point, donc point suivant, pardon, c'est l'adoption du règlement intérieur des services municipaux. Donc ici, il s'agit de pouvoir, pour la collectivité, se doter d'un règlement intérieur qui s'applique à l'ensemble du personnel communal, qui précise un certain nombre de choses en matière d'organisation du travail, en matière d'hygiène et de sécurité, de règles de vie dans la collectivité, de gestion du personnel, de discipline, de mise en œuvre du règlement. Donc nous n'étions pas dotés jusqu'à présent de ce règlement intérieur. Donc ici, il vous est proposé, et vous en avez eu bien sûr la teneur complète, le règlement intérieur complet. Il s'agit ici de pouvoir vous le soumettre à votre tour, à votre approbation. Ce règlement s'applique bien sûr à l'ensemble du personnel. Il fixe un certain nombre de règles, de principes de vie au sein de la collectivité et de dispositions quant à l'organisation et au fonctionnement des services municipaux. Voilà, est-ce que vous auriez à ce sujet des questions? S'il n'y en a pas, je vous propose donc de valider l'instauration de ce règlement intérieur. Je vous rappelle qu'il a fait l'objet d'un avis favorable du comité technique et donc de pouvoir procéder à l'adoption de ce règlement des services municipaux de la commune pour une application donc début janvier 2022 et puis de pouvoir aussi adopter et communiquer à tout agent employé par la commune le dit règlement intérieur des services municipaux en vigueur. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre ce règlement? Il n'y en a pas, je vous remercie. Je rappelle également que nous avons Stéphane Mérel et Philippe Rouault qui suivent en particulier tous ces temps de travail avec les instances représentantes du personnel, voilà, qui travaillent et qui moulinent les sujets avant qu'elles n'arrivent dans nos instances, comité technique et comité CHSCT. Et je vous en remercie. Le point suivant concerne l'adoption de la charte du télétravail. Le télétravail a fait son entrée dans bon nombre d'organisations, publiques ou privées d'ailleurs, avec l'arrivée de la crise sanitaire. Mais nous n'avions pas en tant que tel, hors crise sanitaire, de charte ou de règlement ou de cadre concernant le télétravail. Donc nous avons souhaité l'instaurer et en faire un mode de travail plein et entier. Donc pour cela, on a proposé de travailler également sur la charte de télétravail avec les représentants du personnel. Et donc ici, ce qui est proposé, c'est donc une organisation réglementée de ce temps de travail. On propose de pouvoir, au sein de la collectivité, proposer les jours de télétravail préalablement exprimés sur un planning à 6 mois, avec une possibilité de réaliser du télétravail par demi-journée. Alors la journée ou le demi-journée de télétravail peut être décalée uniquement dans la semaine et pour nécessité de service. Dans l'hypothèse où ce télétravail ne peut pas être repositionné sur la même semaine, le télétravail n'est pas reportable au-delà. L'autorisation de travailler en télétravail, de télétravailler, elle est limitée à 1 jour par semaine pour les agents à temps complet et les agents à temps partiel ou non complet jusqu'à à partir de 24 heures hebdomadaires. En dessous de 24 heures, ça veut dire que les agents travaillent 3 jours. S'ils prennent un jour de travail, ils sont donc moins de 3 jours dans la collectivité. Or, on demande un minimum de présence de 3 jours dans la collectivité, donc ça ne peut pas s'appliquer pour des contrats inférieurs à 24 heures. Et puis, donc c'est ce que voilà, les agents bénéficiant de ce télétravail doivent pouvoir au minimum être 3 jours par semaine dans la collectivité. Dire que donc nous avons consulté le CHSCT le 24 novembre qui a émis un avis favorable à l'adoption de la charte de travail. Préciser également que cette mise en place va faire l'objet d'une période d'expérimentation de 6 mois, une période assez courte sur laquelle, à l'issue de laquelle nous reviendrons
en comité technique pour faire un état des lieux et envisager si ce télétravail et ce nombre de jours doit évoluer, pouvoir l'envisager avec les représentants du personnel. Donc voilà, c'est une mise en place progressive, prudente, mais qui est peut-être appelée à évoluer. Alors, de toute façon, maintenant, par rapport au contexte sanitaire, il va être de fait instauré, mais là, par des règles liées à la crise sanitaire qui, vous le savez, a fait l'objet de remarques au niveau national et donc de préconisations de pouvoir privilégier le temps de travail pendant cette période difficile et délicate au maximum. Pour ce qui nous concerne, on est sur cette adoption. Est-ce que de la charte du télétravail en tant que telle, indépendamment des crises sanitaires, est-ce que vous auriez des remarques ou des compléments à apporter pour ceux qui ont travaillé sur le sujet notamment? Si, oui, tu veux, non. S'il n'y en a pas, je vous propose de pouvoir adopter la mise en place du télétravail au sein de la collectivité avec une application au 1er janvier 2022 et de pouvoir communiquer à tout agent employé par la commune la charte de ce télétravail en vigueur. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions se rapportant à ce sujet? Il n'y en a pas. Écoutez, je vous remercie. Nous allons pouvoir adopter la mise en place du télétravail au sein de la collectivité. Le point 6 concerne un exercice auquel vous êtes maintenant habitués, la mise à jour du tableau des effectifs. Et ici, il ne s'agit pas d'augmentation ou de baisse des effectifs, il s'agit de la mise à jour pour une part. Donc, il est proposé les suppressions de postes liées à des avancements de grade, ça concerne 5 postes, à des départs en retraite pour 6 postes, à des mutations pour 1 poste, et aussi à des nominations suite à une promotion interne pour 1 poste. Donc on vous donne et on vous liste ici les emplois fonctionnels concernés. Donc 1 à la direction générale, 1 poste d'adjoint administratif principal 2e classe, on est aux finances, 1 poste d'adjoint à l'urbanisme administratif, pardon. Nous avons également 1 poste d'adjoint spécialisé des écoles maternelles principales 1re classe temps complet pour donc nos ATSEM. 1 poste d'animateur au service AVAS, animation vie associative et sport. Donc on est là sur un renforcement. Et 1 poste d'éducateur des activités physiques et sportives à la LSH et au périscolaire, l'accueil loisirs sans hébergement. Voilà sur cette mise à jour. Il y a également pour la voirie, la restauration scolaire, 2 postes d'adjoint technique principal de 1re classe. Pour la voirie, 2 postes d'adjoint technique principal 2e classe. Pour les entretiens ménage et restauration scolaire, 1 poste d'adjoint technique sur un temps 25-35e. Et puis 1 poste d'adjoint technique à l'entretien ménage pour 1 poste non complet 20-35e. Et puis, il y a par ailleurs, suite à un départ en retraite à l'école du Chat-Perché, il est proposé ici la création d'un poste d'adjoint technique sur la base d'un 28-35e. Voilà pour la mise à jour du tableau des effectifs. Donc, si avez-vous des remarques à formuler avant que nous procédions à l'adoption de cette mise à jour? S'il n'y en a pas, je vous propose de supprimer les postes présentés du tableau des effectifs à compter du 15 décembre 2021 et puis de créer le poste d'adjoint technique à temps non complet à 28-35e au tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2022 et puis bien sûr d'inscrire au budget les crédits correspondants. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas, je vous remercie. Alors, le poste 7, la délibération numéro 7, par contre, effectivement, là, concerne bien la création de postes d'agents contractuels au pôle AVAS et au service communication. Donc, ce qui vous est proposé ici part d'un constat, un accroissement de l'activité événementielle du pôle animation, vie associative et sport. Et cela impacte également, bien entendu, par effet, le service communication qui est lui-même saturé par la production de supports, la mise à jour des informations, l'animation, la mise en place, le suivi d'un plan de communication.
Et tout cela ne peut pas être fait de manière régulière et satisfaisante compte tenu de la surcharge. Et donc, considérant cette volumétrie des besoins, eh bien, la cohérence et la complémentarité des profils recherchés nous a amené à proposer la création d'un poste de chargé de communication événementielle dans une catégorie B en CDD d'1 an, et cela en partage avec le pôle Havas et le service communication. Ces deux pôles sont victimes de leur succès, je dirais. Donc ils répondent à beaucoup d'attentes et de besoins de la vie associative locale. Nous en sommes bien sûr très heureux, c'était une volonté de notre part, mais il faut maintenant procéder à un ajustement des moyens si on veut leur donner les conditions de poursuivre leur mission. Donc c'est ici l'objet de la proposition qui vous est proposée. Est-ce que vous auriez des remarques ou des précisions à demander avant que nous puissions procéder à l'approbation de ce poste? On propose peut-être à la fin, je crois, c'est ça? D'accord, plutôt à la fin. Alors je vais donc poursuivre, si vous voulez bien, sur les créations de postes. Ici, cette fois, c'est le poste, le pôle culture. Et donc, il s'agit pour ce pôle culture du contrat du chargé de médiation culturelle et de billetterie qui exerce ses missions au Carré d'Argent depuis avril 2021 et qui arrive à échéance. Et il apparaît nécessaire de poursuivre l'expérimentation engagée. Il est proposé ici de valider le besoin en renfort de ce chargé de médiation sur un temps non complet à 24/35e pour une année. Et donc, il a pour objet, évidemment, de renforcer, de créer du lien entre la programmation du Carré d'Argent et les Pontchâtelains, notre vie locale, d'encourager et de créer des synergies pour que tout à chacun puisse avoir envie de franchir la porte et de venir découvrir ce qui se passe au Carré d'Argent et de découvrir les spectacles qui sont programmés. Donc voilà pour la création au pôle culture du poste d'agent contractuel. On a également une création de poste d'agent contractuel au service accueil, état civil, élection. Donc on va renforcer, comme on a l'habitude de le faire pour les opérations de recensement, le service accueil, et donc on va nommer un agent du service accueil coordinateur des opérations de recensement. Cet agent sera également en charge de l'organisation des scrutins qui sont donc prévus pour l'année 2022, les élections présidentielles en avril et puis les élections législatives en juin. Donc pour ces deux missions qui génèrent une charge de travail supplémentaire pour le service accueil, eh bien, il est proposé, pour faire face à cette charge de travail, de recruter un agent administratif catégorie C contractuel à 17,5/35e sur la période du 13 décembre 2021 au 28 février 2022, et puis à temps complet pour la période du 1er mars au 30 juin 2022. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, le centre de vaccination qui va bientôt réouvrir à Pontchâteau nécessite aussi d'être doté en moyens. C'est ce qui vous est proposé ce soir. Dans la perspective de cette réouverture toute proche du centre de vaccination, à compter du 15 décembre 2021, en partenariat avec l'ARS et les professionnels de santé, il est proposé le recrutement de 4 agents contractuels. Alors, à compter du 13 d'ailleurs, 2021, à temps complet pour 4 mois. Donc, 3 d'entre eux seront en charge du secrétariat et un agent coordinateur en charge de l'organisation générale. Sylvie, peut-être tu veux... Voilà, c'est la mise en place de l'équipe de coordination. Oui, après, en sachant que c'est... En sachant que les frais d'emploi sont remboursés par l'ARS, effectivement, on essaye de repartir un peu sur les mêmes secrétaires qu'il y avait lors de la précédente vaccination. Merci Sylvie. Donc, tous les professionnels de santé locaux ont bien entendu été informés de la réouverture de ce centre et il vient renforcer leur action, les aider devant la masse de la population invaccinée. On vient en renfort de nos professionnels de santé locaux. Alors, sur
l'ensemble de ces postes d'agents contractuels que je vous ai présentés, je voulais, avant de recueillir vos approbations, savoir si vous aviez des remarques ou des précisions demandées. On les a faites. Je vous propose de pouvoir procéder à la création de ces postes présentés, de les inscrire au budget. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas, je vous remercie. Alors, nous sommes également sur le recensement, donc je l'évoquais tout à l'heure, de la population 2022. Et donc, ça suppose aussi, on a parlé du renforcement du service ou de l'équipe au sein de la collectivité. Ici, il s'agit de créer les emplois d'agents recenseurs. Donc, à Pontchâteau, le recensement de la population communale va être prévu du 20 janvier 2022 au 26 février 2022. Et pour mener à bien cette mission, la commune doit donc désigner des agents recenseurs pour opérer sur leur terrain. Ils seront donc 2 agents qui seront recrutés d'ici la fin de l'année. Leur rémunération est déterminée par la commune. Et en contrepartie de quoi, la commune perçoit une dotation forfaitaire allouée par l'État au titre des opérations de recensement pour un montant de 1 906 €. Donc, j'en profite pour indiquer qu'il faudra donc leur faire bon accueil. Ils seront dotés sur eux des documents d'identité pouvant attester qu'ils sont bien des agents contractuels missionnés par la collectivité pour faire ce recensement. Il est donc ici proposé de créer 2 emplois d'agents recenseurs vacataires du 15 décembre au 28 février 2022, de fixer leur rémunération sur la base des tarifs suivants. Alors, il y a tout un détail ici de rémunération. Donc, tout d'abord, la tournée de reconnaissance, forfait de 93,26 €. Il y a la feuille de logement collecté également. Il y a des détails ici qui vous sont donnés, peut-être dans lequel je ne vais pas rentrer. Il y a aussi le bulletin individuel collecté qui est rémunéré, la séance de formation également pour pouvoir former nos agents recenseurs. Il y a bien sûr une indemnité de déplacement qui est prévue sur un forfait de 225 € pour l'IRIS 101 et un forfait de 300 € pour l'IRIS 2. Précision de l'IRIS, à chaque fois je l'oublie. C'est la zone géographique de la ville. Voilà. La zone géographique de la campagne. Voilà, exactement. Merci Monsieur Lemoine. La zone géographique de la ville pour l'un et de la campagne pour l'autre. Et puis il y a également une prime Internet suivant les taux de réponse aussi via le site Internet de l'INSEE. Si celui-ci est supérieur à 50% des logements collectés. Et puis également une prime pour les feuilles de logement non enquêtées, si le taux de logement non enquêté est inférieur à 2,50% des logements collectés. En tout cas, je remercie par avance les agents qui vont bien vouloir donc accepter ces missions. Ce n'est pas toujours un travail facile, mais c'est un travail indispensable et qui est bien sûr très important pour nous pour positionner correctement notre commune par rapport à sa population. Il y a un certain nombre de dotations et d'aides derrière qui en découlent. Donc il est important d'avoir un bon recensement et donc de faire bon accueil à ces agents. Si vous n'avez pas de remarques, je vous propose de pouvoir procéder à l'imputation de ces dépenses. J'ai juste une Sylvie, question. Pardon. Ouais. C'était juste pour savoir, c'est un recensement de la population totale ou un échantillon? On procède par tiers depuis que nous sommes à plus de 10 000. Voilà. On procède donc par, là, en tout cas par échantillon. C'est peut-être pas par tiers, mais D'accord. par échantillon. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on a une idée globalement d'habitude combien ça fait de frais de dépenses au regard des 1 900 € qui nous sont alloués? On est toujours en solde négatif. De On beaucoup. s'enrichit pas. De beaucoup. On s'enrichit pas. Ouais. Voilà. L'aide de l'État est une dotation forfaitaire. Elle n'est pas à la hauteur de nos dépenses engagées. Mais on veille à ce que, dans ce que j'ai essayé de citer de manière rapide, on essaye d'être juste et équitable pour que les personnes n'engagent pas elles-mêmes non plus de frais supplémentaires par rapport à leur mission. C'est la première priorité pour nous. Voilà. Alors, du coup, est-ce qu'on a procédé à l'adoption On n'a pas procédé à l'adoption. Donc, je vous propose de pouvoir, après ces précisions, recueillir vos votes. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas, je vous remercie.
Le point suivant va être l'occasion de passer la parole à Stéphane pour la redevance. Donc le but, c'est de déterminer le montant de la redevance pour l'occupation temporaire par le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole va faire des travaux importants sur son agence qui est dans le centre-ville. Donc ils ont besoin de trouver un lieu pour pouvoir accueillir le public. Donc ils nous ont sollicité pour savoir si on avait un lieu permettant cet accueil au cœur de ville. Donc on a trouvé un lieu, c'est entre l'immeuble de la direction régionale des finances publiques et le cabinet médical, chemin de Cribeuf, je ne sais pas si vous vous situez à peu près, derrière l'Intermarché. Donc pour les accueillir, on a quelques travaux à faire, en l'occurrence les réseaux d'eau et d'assainissement à mettre en place. Donc ça c'est à la charge du Crédit Agricole, donc ça va être refacturé. C'est en partie donc le montant de la redevance. Autrement, tous les autres frais seront directement pris en charge par le Crédit Agricole, donc c'est-à-dire l'amener du modulaire, la location et puis l'enlèvement. Et puis après, tous les frais qui sont liés, annexes, c'est les branchements EDF et autres, enfin, branchements électriques et autres. Donc le montant total s'élève à 11 650 €, donc qui comprend tous les frais de travaux, et puis plus une location du domaine public dans le même cadre qu'un commerçant, par exemple, loue une terrasse en centre-ville, sur le domaine public. Est-ce que vous avez des questions? Donc le délai, c'est à peu près, on est parti sur 10 mois. La durée des travaux. C'est à partir de quoi? À partir de... C'est pas encore très précis la date de début. On sait qu'ils en ont à peu près pour 10 mois, mais on n'a pas encore la date de début exacte. Ça devrait démarrer en mai, après la fête foraine. Il devrait démarrer les travaux après la fête foraine. Après Pâques. Très bien. Très bien. En tout cas, ça a fait l'objet d'un travail quand même un peu plus poussé pour donner les meilleures conditions au Crédit Agricole Atlantique Vendée, les meilleures conditions de continuité de son activité pendant les travaux qu'elle va engager. Donc je remercie aussi les services qui ont consacré un peu du temps et les élus concernés. On n'entendait sans doute pas sans micro, désolé. Est-ce que nous pouvons procéder à la mise au vote? Il n'y a pas d'autres demandes de précision. Donc si vous en êtes d'accord, nous allons vous proposer donc d'adopter le tarif ici de 11 650 € pour la redevance d'occupation temporaire pour le Crédit Agricole Atlantique Vendée, donc de cet espace parking situé chemin de Cribeuf à côté du Trésor public actuel, et puis d'autoriser bien sûr la signature des documents à l'exécution de la délibération. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas, je vous remercie. Donc le point suivant, c'est de déterminer le tarif d'occupation du Café des Tourismes. Donc Hélène Favreau, gérante d'une micro-entreprise, a sollicité la commune dans le cadre d'une vente éphémère pour pouvoir occuper le local qui est en face de la rue Sainte-Catherine, du 16 au 24 décembre 2021. Donc cette vente éphémère contribue à l'animation du centre-ville pendant la période des fêtes de fin d'année. Aussi, il est proposé d'émettre un avis favorable à la demande de Mme Favreau et de fixer le tarif de l'allocation du Café du Tourisme. Il est précisé qu'une convention sera conclue avec Mme Favreau afin de déterminer les conditions d'occupation du Café du Tourisme ainsi que les engagements respectifs de chaque partie. Hop. Une petite précision, si je peux. Oui, vas-y. Oui, je pense que c'est une première. Je pense que c'est une volonté. Enfin, Dany en a déjà parlé. C'est une première, j'espère que ce n'est pas la dernière, une extension un peu de ces locaux vides où il n'y a personne. Je pense que c'est un essai et il va falloir continuer et retrouver encore d'autres commerces qui seraient vides et intéressés. Alors celui-là nous appartient à la commune, mais je pense qu'il y a d'autres possibilités d'avoir d'autres... Alors je m'étais renseigné au CCI pour avoir des éléments.
je remercie M. Lemoine d'avoir été assez rapide pour pouvoir intégrer ça ce soir, parce que le CCI ne m'a jamais répondu. Je vais les relancer pour que dans les prochaines conventions qu'on va signer avec des nouveaux acteurs, on ait quelque chose d'un peu plus élaboré. Voilà. Tu fais effectivement bien de le préciser, d'autant plus que la ville de Pontchâteau fait donc partie du programme Petite Ville de demain, et donc pourra, par ce contrat, ce programme, engager un travail de fond sur la vacance commerciale, et donc en tant que délégué à la question du suivi de nos commerçants et de la revitalisation du commerce dans le centre-ville, Jean-François, tu seras bien sûr associé avec Sylvie Fuselier qui travaille en délégation Action Cœur de Ville pour qu'on puisse rapporter dans le centre-ville de l'animation, du dynamisme, résoudre ces vacances commerciales et puis organiser les choses sur le fond. Donc la CCI sera partenaire avec la Banque des Territoires, avec la Foncière 44, avec d'autres acteurs. C'est tout l'intérêt d'être dans ce programme. Il y aura forcément une dynamique qui va se mettre en place et auquel tu seras associé dans les travaux de suivi du commerce. Voilà. Eh bien, délibéré donc d'approuver ce montant de loyer du Café des Touristes qui vous a ici proposé à 110 €, le montant du loyer pour une période courte, mais correspondant aux fêtes de Noël du 16 au 24 décembre 2021. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre ? Il n'y en a pas, donc on souhaite que cette expérience suscite des vocations pour d'autres cellules commerciales. Alors, on poursuit avec Stéphane. Donc là, il s'agit de solliciter une subvention auprès de l'État dans le cadre de l'aménagement des abords du futur lycée. Donc le lycée a démarré, donc la région a commencé les travaux pour le lycée en lui-même. Donc les abords, comme vous le savez, sont à la charge de la commune. Donc on a une estimation du coût, alors c'est une estimation parce que les marchés ne sont pas encore lancés, d'1 767 000 €. Qui se décompose en terrassement voirie 1,4 million, signalisation 45 975 €, aménagement paysager 150 000 €. Je voudrais juste insister sur l'aménagement paysager. Dans le cadre du lycée, donc, on a mis en place avec la région un comité de suivi scientifique auquel participe par exemple Bretagne Vivante. Donc on va leur soumettre les managements paysagers, du moins les plantes qui sont prévues être installées, mises en place pour qu'on partage et qu'on ait un peu leur expertise pour savoir si ça convient pas au milieu. Normalement on s'est appuyé sur un bureau d'études, mais on voulait partager ça avec eux. Donc là, de notre côté, c'est arrivé, on va leur transmettre ça très prochainement. Et autrement, il y a une partie aussi éclairage public pour 70 000 €. Donc on sollicite une subvention de 40% auprès de l'État, ce qui représente 706 000 €. Donc il est proposé d'autoriser Madame le maire à solliciter cette subvention auprès de l'État au titre de la dotation publique locale des SIL à hauteur de 700 000 € et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci Stéphane. Donc, si vous n'avez pas de remarques ou demandes de précision, si peut-être Paul. Est-ce qu'il y a bon là le chiffrage est quand même extrêmement précis pour une évaluation. Est-ce qu'il y a une part, je dirais, prévue pour les aléas de chantier? Parce que je me souviens qu'il y a certains chantiers sur lesquels on avait des parts d'aléas qui étaient quand même très très significatives. Ouais, alors déjà en ce moment il y a des aléas sur les tarifs, puisque effectivement c'est une estimation qui paraît précise, mais qui est par rapport à les tarifs évoluent. Donc, mais autrement oui, il y a toujours un aléa pris par rapport à ces types de chantiers. Ouais. Pas de souci sur l'aléa technique, du moment que tout le monde est à l'écran, c'est ce qui compte. Il n'y a pas de souci pour poursuivre pour nous. Donc, vous l'avez vu, les travaux de la construction du lycée ont commencé. On avait prévenu les riverains, c'est assez pénible pour eux, et j'ai une petite pensée pour les riverains, puisqu'on a des norias de camions, puisque c'est le terrassement, donc c'est
Ce sont des travaux très pénalisants pour les riverains et je les remercie de leur patience et de bien vouloir encore quelques semaines voilà, cohabiter avec ces circulations de poids lourds qui sortent de la terre et qui encombrent aussi nos voiries, quoi. Donc, la région fait au mieux, fait au plus vite pour que les travaux de terrassement se terminent comme ils avaient été indiqués fin janvier, je crois. Donc le plus gros, en tout cas, concernant l'impact sur la voirie, sera passé. Et merci encore aux riverains de leur patience. Nous allons donc pouvoir procéder à l'adoption de cette délibération, nous permettant de solliciter cette subvention. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions ? Il n'y en a pas, je vous remercie. Donc nous allons engager les démarches. Alors je laisse aussi Stéphane poursuivre. Donc là, il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle au comité d'organisation de la Foire Expo. Donc, conformément à la réglementation en vigueur en matière d'affichage extérieur, le panneau d'affichage publicitaire propriété du comité d'organisation de la Foire Expo est installé aux 3 rues du Vélodrome, a été retiré, du moins tous les panneaux, le support est encore présent. Donc c'est le panneau qui est en face la clinique vétérinaire. La suppression de cette banderole assurant la promotion des entreprises locales partenaires de l'événement entraîne une perte financière d'un montant de 5 320 € pour l'association. Le comité d'organisation a sollicité la commune afin d'obtenir une subvention destinée à combler ce déficit. Considérant que par ses activités, le comité d'organisation de la Foire Expo contribue au dynamisme et à la notoriété de Pontchâteau, comme bon nombre d'événements, il est proposé de lui attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 3 500 €. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou des remarques? Juste peut-être rappeler la prochaine date de la Foire Expo, c'est fin mars 2022, en espérant qu'elle puisse avoir lieu. C'est ça. En tout cas, c'est un événement de qualité qui associe tout le territoire au-delà de Pontchâteau, les artisans de la communauté de communes et qui fait valoir leur savoir-faire. Et donc, c'est bien évidemment pour nous l'idée ici de soutenir le dynamisme artisanal et commercial. Je vous propose de pouvoir procéder à l'adoption de cette délibération, donc avec une subvention attribuée à la Foire Expo pour 3 500 € au comité d'organisation de la Foire Exposition. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Il n'y en a pas, je vous remercie. Sur la délibération suivante, je laisse Stéphane poursuivre. Donc là, il s'agit d'une décision modificative du budget principal, donc pour faire des ajustements budgétaires par rapport au budget prévisionnel qui avait été voté en début d'année. Donc on a eu un peu plus de dépenses à charge de caractère à charge de personnel, notamment lié au recrutement d'agents contractuels pour le centre de vaccination, donc plus 46 000 €. Donc ça prend aussi en compte le recrutement actuel pour la deuxième vague de vaccination. Les assurances aussi, une augmentation par rapport à ce qui était prévu, et puis aussi pour le carré d'argent. Donc en face aussi on a donc ça c'était pour les rémunérations pour le chapitre 65. Donc la SPA, ce n'est pas la Société protectrice des animaux, mais c'est la majoration de la subvention d'équilibre à verser au carré d'argent pour couvrir les dépenses supplémentaires dues au recrutement de personnel assurant le remplacement d'un agent ayant bénéficié d'un congé maternité pendant son congé parental, quoi. Donc les 15 000 €, on les retrouve en recettes, puisque c'est la prise en charge du salaire du carré d'argent par le budget annexe. Alors aussi, on a cette année, ça fait quelques années maintenant que ça devient récurrent, mais c'est tant mieux pour nous. Les droits de mutation qui sont assez importantes, donc là, plus de 50 000 € par rapport à ce qu'on avait prévu. Alors les droits de mutation, c'est à chaque fois que quelqu'un achète un bien sur la commune reçoit un pourcentage sur la vente. Et donc on a eu des montants assez importants l'année dernière, et cette année on va dépasser ce qu'on a eu l'année dernière.
Et autrement, donc, dans les autres organismes, c'est donc les 40 000 €, c'est le remboursement par l'ARS des frais liés au fonctionnement du centre de vaccination. Donc c'est la première avance qu'on a reçue. On n'a pas encore eu la totalité, mais on a déjà eu 40 000 €. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ça? S'il n'y en a pas, merci Stéphane. Donc si vous en êtes d'accord et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'appeler vos votes concernant la décision modificative et son adoption au budget principal, décision modificative numéro 2. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? S'il n'y en a pas, nous l'adoptons. Je vous remercie. Délibération suivante, toujours avec Stéphane. Donc c'est la décision modificative du carré d'argent, donc ce qui est en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, puisque donc les 15 000 € qu'on a vu tout à l'heure de personnel, on les retrouve ici en dépenses et en recettes. Et autrement, il y a des modifications, alors c'est plus de la ventilation en dépenses d'investissement, parce qu'en début d'année, on ne sait pas forcément précisément ce qui va être fait en investissement. Donc il y a des imputations qui peuvent être faites sur un chapitre, sur le chapitre 21 ou le chapitre 23, et puis on corrige en cours d'année. Donc là, c'est une correction, donc on enlève 6 800 sur un chapitre pour le mettre sur l'autre, mais du coup, au global, ça fait la même chose. Ouais. Non, c'est plus d'écriture. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation? Je vous propose pour cette opération d'écriture donc de pouvoir en adopter la décision modificative numéro 2 telle qu'elle vous a été présentée concernant le budget du carré d'argent. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Donc là, c'est l'ouverture par anticipation des crédits d'investissement. Donc ceci pour qu'on puisse fonctionner en attendant le vote du budget qui va avoir lieu au mois d'avril. Donc d'ici ce temps-là, c'est qu'on puisse pouvoir continuer à investir sur la commune. Donc la règle, c'est d'ouvrir 25%, enfin de pouvoir avoir droit aux 25% du budget de l'année N-1. Donc on regarde ce qu'on a dépensé en 2021 et on octroie 25% entre le 1er janvier et le vote du budget. Donc vous avez par chapitre, donc par chapitre et par article les montants et puis les 25% qui vont avec. Donc bon, là il y a toute la liste, je ne vais pas toute la lire. Si vous avez des questions. Donc pour le chapitre 20, au total on arrive on était à 5,050 millions, 5,050 000, et donc on se donne le droit de pouvoir investir 1 200 000 € entre le 1er janvier et le vote du budget. C'est une délibération auquel vous êtes habitué, qui est aussi celle mise en place par toutes les communes. Donc si vous n'avez pas de remarques, je vous propose de pouvoir autoriser l'ouverture par anticipation des crédits d'investissement pour l'année 2022, tels que Stéphane vous les a présentés. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas, je vous remercie. Nous poursuivons avec... Donc la même démarche pour les crédits d'investissement du budget du carré d'argent. Donc on reprend le budget 2021 et on prend 25% pour le début 2022. Donc 42 000 € en budget 2021, donc 10 000 €, 507 € pour le début de l'année 2022. On n'est pas obligé de les dépenser, enfin, c'est juste qu'on peut les dépenser. Voilà, si besoin. C'est la loi aux finances qui nous le rappelle, si besoin. Si vous n'avez pas d'autres remarques ou de demandes de précision, je propose de procéder de la même manière pour le budget du carré d'argent à l'autorisation, l'ouverture par anticipation des crédits d'investissement pour l'année 2022. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Délibération suivante. Alors c'est une délibération, c'est une proposition de créance éteinte. On n'y peut pas grand-chose, donc c'est le Trésor public qui nous propose ces sommes. Donc c'est des sommes pour lesquelles on n'a pas été payé et donc pour lesquelles on ne sera pas payé puisqu'elles sont éteintes.
Donc pour 28,62 €, donc c'est pas énorme, mais dans tous les cas, celle-là, on ne le reverra pas. Et il faut procéder. Mais il faut quand même procéder à l'ajustement. Il faut quand même délibérer pour approuver ces créances éteintes. Voilà. Même si on n'a pas vraiment de choix. Est-ce que ça appelle des remarques ou des demandes de précision? Pour ceux qui sont dans la commission et pour tout le monde, vous avez eu les éléments. Je vous propose que nous puissions approuver cette créance éteinte d'un montant de 28,62 €. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Nous poursuivons maintenant. Merci Stéphane pour toutes les délibérations présentées. Nous poursuivons avec Sylvie sur les commerces. Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu, normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé donc pour chaque commerce de détail par décision du maire. On a été sollicité par un des commerces de Pontchâteau pour, sur 2022, autoriser l'ouverture exceptionnelle sur 4 dimanches, le 9 janvier, les 4, 11 et 18 décembre, donc autour des fêtes de fin d'année et des soldes de début d'année. En conséquence, on propose d'autoriser cette ouverture exceptionnelle sur ces 4 dimanches-là, qui s'appliquera à l'ensemble des commerces de la commune de Pontchâteau. C'est une proposition également, Sylvie, qui donne droit à ouvrir ou pas, c'est à la discrétion du commerçant. Hein, c'est ça. Alors, sachant que les petits commerçants salariés peuvent de toute façon ouvrir, mais c'est notamment tous ceux qui ont des salariés. Donc là, on est vraiment dans les dispositions pour les fêtes de fin d'année où il y a une activité prépondérante. Et puis, c'est aussi effectivement, pour certains, essayer de faire des propositions qui leur permettent de bien se placer vis-à-vis du commerce en ligne. Donc c'est vrai que ça nous semblait important de pouvoir accompagner cette demande-là. Il n'y a pas d'erreur de date, il faut délibérer l'année N-1. C'est ça. On est obligé pour une application à N+1. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on le fait sans savoir si ça sera totalement appliqué ou pas et par qui ça sera appliqué. Voilà. Mais en tout cas, on ouvre les droits et on favorise autant que possible le commerce local. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes de précision, des remarques complémentaires? S'il n'y en a pas, je vous propose qu'on puisse procéder à l'adoption et d'émettre un avis favorable, en tout cas, à la dérogation au repos dominical telle que Sylvie vous l'a présentée et de donc pouvoir aussi fixer les choses par arrêté municipal. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Nous poursuivons avec Philippe pour la participation financière aux communes des enfants scolarisés dans les écoles publiques de Pontchâteau. Philippe. Voilà. Donc actuellement, dans nos écoles publiques maternelles et primaires, on a une trentaine d'enfants d'autres communes. Donc nous allons demander à ces communes de participer aux frais de scolarisation. La différence entre les écoles maternelles et élémentaires est due à des ADSVEM que nous avons en maternelle, donc ils ont des frais en plus. Voilà. Plus des participations aux frais divers, aux activités. Voilà. De 46,52 € et 24,80 €. Donc, Philippe, ce sont des tarifs que nous reproposons en délibération annuellement. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a des demandes de précision? Philippe, tu n'as pas d'autre chose hein. Voilà. Donc, je vous propose de pouvoir procéder à l'adoption de ces tarifs, donc, qui concernent pour les enfants des communes extérieures mais scolarisés dans les écoles publiques de Pontchâteau, le paiement des sommes telles que Philippe vous les a présentées, qui contribuent à la prise en charge des frais de fonctionnement de ces écoles sur la base des dépenses constatées sur l'exercice 2020, et donc qui indique 1 445 € pour les élèves des écoles maternelles, 363 € pour les élèves des écoles élémentaires, et à quoi s'ajouteront une prise en charge pour les fournitures scolaires à hauteur de 46,52 € par élève
et une prise en charge aussi sur les frais liés aux activités diverses à hauteur de 24,80 € par élève sur la base de l'année scolaire 2020. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre cette délibération? Il n'y en a pas, je vous remercie. Alors, Philippe, je te laisse poursuivre. Donc, je vous propose d'adhérer à un groupement de commandes pour la mise en place d'un environnement numérique, iPrimo, de l'Académie de Nantes. Donc, c'est un espace numérique de travail qui est proposé aux écoles. Donc, actuellement, l'école de Charlie Chaplin a déjà cet espace numérique qui permet d'avoir des relations avec les parents, plus de permettre aux enfants de travailler sur des espaces préparés. Donc là, c'est un groupement de commandes. Nous avons déjà ce iPrimo actuellement dans les écoles. Voilà. Donc ça nous permettra d'avoir sûrement des tarifs avantageux pour la période 2022-2026. Voilà. Et donc, plus encore dans la période que nous connaissons, assez aléatoire, ça permet d'avoir sur une même plateforme un accès parents, élèves, enseignants, oui. Pour faciliter les échanges dans des périodes perturbées notamment, mais aussi dans un exercice normal de la pédagogie. Et je pense que c'est là une plus-value. En tout cas, on a souhaité se placer dans cet appel à projet. Et de pouvoir répondre à une attente aussi des directeurs d'établissement et des enseignants. Je pense que les directrices sont bien contentes de l'avoir actuellement pour prévenir les parents au cas de cas contact. On a une idée du budget Non, je ne l'ai pas là. Non, pardon. Question piège, désolé. On a une idée du budget, Jean-François, mais nous ne l'avons pas rappelé dans cette délibération. Je peux retourner sur le document plus détaillé qu'on vous a laissé, mais je pense qu'on ne l'a pas rappelé. Mais en tout cas, c'était l'objet d'une prise en charge, d'une réponse à un appel à projet. Oui. C'est un prix par élève, donc là, de tête, je ne peux pas le dire, mais c'est un prix qui est défini par élève. Voilà. Nous allons pouvoir procéder à cette proposition d'adhésion au groupement de commandes, qui a pour but de réduire aussi les coûts dans cette fourniture. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Il n'y en a pas, donc nous allons pouvoir adhérer à ce groupement de commandes. Stéphane va prendre le relais maintenant pour la délibération 21. Donc du coup, là, ça concerne l'attribution des marchés que l'on a étudié à la commission d'appel d'offres du 30 novembre 2021 pour le marché public de fournitures et de services pour l'entretien et de la maintenance des espaces verts. Nous avons étudié le devis des candidats. Le marché contient de l'eau. Le lot 1 qui concerne l'entretien des espaces verts en tonte mulching et le lot numéro 2 qui concerne l'entretien des espaces verts en tonte avec ramassage. Sur les deux lots, les opérations à réaliser sont communes. La tonte des pelouses, l'entretien des arbres, la taille des haies et des massifs, l'entretien des aires sablées et le désherbage des massifs. Dans l'analyse des lots, le prix de la prestation compte pour 40% et la valeur technique pour 60%. On entend par valeur technique les moyens matériels, humains et organisationnels mis en place par l'entreprise pour assurer au mieux leur mission. Donc dans le lot du numéro 1, nous avons eu 3 candidats, EFI Vert, pour une offre à 48 008 € et qui a obtenu la note de 94% sur 100. La SARL Maurice Paysage qui nous a fait une offre à 113 474 € pour une note à 69,72 sur 100. Et Tech Natura qui nous a fait une offre à 59 164 € pour une note à 86 sur 100. Et pour le lot numéro 2 qui concerne la tonte avec le ramassage, nous avons eu aussi 3 candidats. EFI Vert pour une offre à 71 122 € pour une note à 85,86% sur 100.
Tech Natura pour 44 057 € pour une note à 93,40 sur 100. Et Terre Idéal qui nous a fait une offre à 64 293 € pour une note à 80,80 sur 100. Le prix annuel du marché concernant les deux lots est donc de 92 066 €. En 2018, pour comparer, le lot numéro 1 avait été obtenu par Effiver et était d'un montant de 39 752 € et ils avaient obtenu la note de 94 sur 100. Et le lot numéro 2, en 2018, avait été obtenu par Tech Natura pour un montant de 43 716 € avec une note à 94 sur 100. Donc le prix annuel du marché est de 83 468 €. Entre 2018 et 2020, nous avons donc une augmentation de 8 600 € qui correspond à des espaces supplémentaires. Pour le lot numéro 1, ça correspond au lotissement de la grille volet pour 706 €. Pichon, l'entretien de l'espace vert pour 3 491 € et l'espace vert de Lurin pour 828 €. Et nous avons aussi une prestation supplémentaire qui concerne l'entretien des fils d'eau autour des bordures de trottoirs, qui n'était pas compté sur le marché en 2018. Et sur le lot numéro 2, nous avons en plus l'allotissement du 18 du rue du Chêne pour 362 €. Nous avons le retrait du site de Péchon, qui en 2018 était sur le lot numéro 2 et qui est là du coup est passé sur le lot numéro 1. Et nous avons aussi une prestation de l'entretien des fils d'eau pour 1 337 €. Donc du coup, suite à la commission, nous avons choisi pour le lot numéro 1 l'entretien des espaces verts en tonte mulching, l'entreprise Effiver, située à Pontchâteau pour un montant annuel de 48 000 €. Et le lot numéro 2, entretien des espaces verts en tonte avec ramassage, est attribué à l'entreprise Tech Natura, sise à Herbignac, pour un montant de 44 057 €. Merci Stéphane. Et puis peut-être, donc là déjà souligné que ce sont des entreprises locales qui répondent à ces prestations, c'est quand même un plus et c'est du sens pour nous aussi, qu'elles soient locales et qu'elles puissent travailler au projet de la commune et aux soins des espaces verts. Et ça me fait donc une transition également pour que vous puissiez dire quelques mots sur le prix que la ville a remporté il y a peu. Vous étiez nos représentants de la commune, les deux Stéphane Mérel, Stéphane Poilvé. Vous êtes allés recevoir un prix. Vous voulez bien nous en dire quelques mots? Et Aurélie. Et Aurélie, et bien sûr, pour les services, chef de service des espaces verts. Ouais, on a reçu un coup de cœur pour le Vallon des Butiniers. Alors c'est bien parce qu'on l'avait travaillé beaucoup en interne et beaucoup en local, donc avec des maîtres d'œuvre citoyens qui étaient vraiment intéressants, avec Jean-Marie Larchevêque entre autres. Et on était vraiment resté local et du coup là on a un petit coup de projecteur au niveau départemental, donc c'est plutôt très sympa. Donc c'était dans le cadre du dispositif Fleurs et Paysages. Et donc, en plus, c'était un coup de cœur pour nous, donc c'était plutôt très valorisant, mais c'est aussi très intéressant parce que du coup, il y a eu quand même pas mal d'échanges avec d'autres communes sur des positions qui peuvent être est-ce qu'il faut vraiment planter que du local ou pas que du local, comment est-ce qu'il faut mettre des pots de fleurs, pas de pots de fleurs, est-ce qu'il faut, des choses assez intéressantes, puisque il y avait un intervenant qui était Mini Big Forest. Alors, Mini Big Forest, il recrée des forêts en ville. Alors, ils essaient de recréer un écosystème le plus naturel possible dans des cœurs urbanisés. Donc, c'était relativement intéressant de rencontrer ce type de personnages et ce type, surtout de construction, d'aménagement. Je ne sais pas si tu as autre chose à... Non, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé sur Mini Big Forest, là, qui recrée des biotopes dans les milieux urbains.
Et on pourra les visiter, je pense, c'est la commune de Trignac qui était présente. Et du coup, ils ont été aussi mis en avant. Ils se sont engagés dans le dispositif et ils se sont engagés. Ils se sont fait mettre en avant, du coup, suite à ça, dans l'aménagement des anciennes forges. Oui, ça a été Voilà. distingué pour ça. Ouais. Et du coup, on est aussi du coup un candidat pour obtenir une fleur l'année prochaine au niveau régional. Et du coup, j'ai un peu mobilisé. Ça a permis de mobiliser un peu les services, entre autres, forcément Aurélie. Du coup, je trouve en même temps que c'est une belle récompense parce que c'est aussi sa vision, sa gestion d'équipe qui est mise en avance, toutes les équipes qu'elle les responsabilise en leur donnant vraiment des secteurs. Elle a vraiment une démarche de management qui est très intéressante. Et puis du coup, un peu mobiliser aussi le service propreté urbaine, parce que du coup, le mobilier urbain, ça concerne aussi, ça peut aussi concerner la mise en valeur de la commune de Pontchâteau, et puis aussi le service bâtiment dans les équipements. Donc on va essayer d'un peu de travailler un peu en synergie avec les trois services autour de ça. Donc on a une première fleur départementale. L'année prochaine. L'année prochaine, Ouais. Donc on est encore en lice. On reste en candidat. En tout cas, c'est intéressant pour ce retour que vous nous faites. Et puis c'est aussi l'expression d'une reconnaissance pour le soin apporté par les services à notre cadre de vie. Et c'est pas toujours simple et parfois c'est un peu décourageant de voir la négligence, malheureusement, de certains habitants qui ne trouvent pas, qui laissent ou un mégot ou autre chose dans les parterres ou sur leur passage. Donc c'était là l'occasion pour nous de saluer l'effort qui est fait au quotidien pour la bonne qualité de nos espaces verts. La délibération, il ne faut pas oublier. Donc, je crois qu'on n'avait pas délibéré sur les entreprises. Donc, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de recueillir vos votes. Donc, prenant acte de la décision de la commission d'appel d'offres sur la désignation telle que vous l'a présentée, Stéphane, des entreprises Effiver et Technatura, ainsi que pour les marchés d'entretien et de maintenance des espaces verts. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions ? Il n'y en a pas, je vous remercie. Nous allons poursuivre maintenant avec Armel qui va prendre le relais sur la délibération suivante. Oui, donc délibération suivante, donc c'est une régularisation. Donc c'est presque la délib du siècle. Ça. Bon. Non, mais dans le cadre d'une succession, les héritiers souhaitent céder à la commune à titre gratuit les parcelles AH 577 et AH 583 correspondant au trottoir situé devant la micro-crèche implantée rue Nantaise devant l'ancienne clinique vétérinaire. Tout le monde voit où c'est. Considérant qu'il est nécessaire de régulariser cette situation en réaffectant ce délaissé de voirie au domaine public de la commune. Voilà. Donc c'est d'acquérir la parcelle à l'euro symbolique. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il s'agit de régularisation, Armel. Hein, mais il faut bien les faire et ça, ça prend du temps. Hein. Donc, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur cette régularisation. Je vous propose qu'on puisse en adopter la délibération. Il s'agit d'acquérir à l'euro symbolique les parcelles que tu as donc précitées, situées rue Nantaise, de conditionner la vente de ces parcelles situées rue Nantaise à la prise en charge des frais d'acte par la commune et puis de nous autoriser à signer les actes correspondants. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre ? Il n'y en a pas. Merci pour cette régularisation. Nous arrivons au terme de nos délibérations, on va dire, pour ce conseil municipal et
sans s'attarder, puisque les conditions sanitaires ne nous encouragent pas à s'attarder, j'avais prévu de vous dire quelques mots sur le projet Territoire zéro chômeur de longue durée. Je vous en ai fait part. Nous sommes en effet engagés depuis 2016 dans cette démarche, avec à nos côtés le département. La motivation pour nous est d'engager une démarche concrète dans la lutte contre le chômage de longue durée. Et donc, ce projet vise à proposer à toute personne privée durablement d'emploi un travail à temps choisi et en CDI, durée indéterminée. Et pour cela, on inverse les choses. On ne part pas de postes vacants et de voir si on a des personnes qui conviennent en face, mais on part plutôt des savoir-faire de ces personnes et de leur capacité à faire, et donc de leur proposer, en faisant émerger des besoins, des activités qui vont aller satisfaire plutôt répondre à des besoins non satisfaits, des activités utiles, dites supplémentaires, et qui puissent répondre à un besoin donc non satisfait des habitants ou des entreprises ou des collectivités. Donc tout ce travail de longue haleine, c'est une démarche engagée avec la mise en place d'un comité local pour l'emploi que préside le maire et qui coordonne le projet. Ce comité local est actif depuis 2017 et nous avons appris la semaine dernière, le 30 novembre dernier, que nous étions retenus après avoir déposé notre candidature pour l'ouverture qu'on appelle dans son concept ouverture à entreprise à but d'emploi, l'ouverture d'une entreprise dans le domaine social et solidaire. Eh bien, on a appris que notre candidature était retenue. Donc nous en sommes très heureux, et plus particulièrement pour les personnes qui attendent depuis 2017 et qui ont maintenu leur mobilisation depuis 2017. Donc, dire que ces personnes, effectivement, souhaitent travailler, quel que soit leur handicap, quel que soit leur frein, elles souhaitent retourner au travail et ne se satisfont pas d'allocation. Donc, quelle est la situation à Pontchâteau sur cette privation d'emploi? Eh bien, nous avons 570 personnes qui seraient privées durablement d'emploi. Donc, on compte 460 personnes inscrites au Pôle emploi depuis plus de 12 mois, dont 103 personnes allocataires du RSA. Et puis nous avons également, il faut savoir, au niveau Loire-Atlantique, 162 allocataires du RSA. Et puis il y a pour une part, on appelle, c'est pas très élégant, mais des personnes dites invisibles qui n'ont pas encore peut-être activé leurs droits ou qui sont hors champ des aides qu'on peut leur apporter ou de l'accompagnement qu'on peut leur prodiguer. Donc il y a aussi cette démarche du aller vers ces personnes également pour qu'elles puissent découvrir cette démarche et s'y engager. Donc dire qu'il y a 220 personnes qui ont été sensibilisées à la démarche et donc 149 personnes rencontrées depuis le début de notre expérience, et que bientôt environ 70 personnes sont volontaires et vont pouvoir rentrer progressivement dans l'entreprise en but d'emploi. Il n'y a pas de sélection à l'entrée. Donc elles vont rentrer au fil de l'eau dans l'ordre d'arrivée dans l'association. On propose ici de pouvoir apporter sur le territoire de nouvelles activités, des activités qui vont se traduire sous forme de services aux habitants, des activités qui vont être aussi des services aux entreprises ou des services aux collectivités. Vous en avez quelques exemples. Ça veut dire qu'elles ont été explorées et donc retenues comme étant potentiellement intéressantes et générant du chiffre d'affaires, puisque nous serons une entreprise pleine et entière. Et puis une activité de fond pour donner aussi un travail de fond durable et pérenne avec la création d'une matériothèque. Donc il s'agit dans cette matériothèque de pouvoir récupérer et revendre des matériaux qui sont parfois des restes de chantier, des rebuts de chantier pour peu de choses, avec des petits défauts. Il y aura également ici une activité de création de meubles en bois de palette, et j'ai pu constater par moi-même le jour de la grève du chômage, qui est une journée symbolique de lutte contre le chômage, de constater le savoir-faire de menuisiers qui sont d'ores et déjà plein d'idées pour engager un atelier, démarrer un atelier, donc sur la création de meubles en bois de palette, la création aussi, la customisation ou la
le reconditionnement de meubles. Voilà, dans les vides-maisons, les vides-greniers, on a parfois ces meubles qu'on voudrait reconditionner, mais on ne sait pas bien faire. Donc ici, on se propose de les remettre à nu, de pouvoir les reproposer à la vente, ou même d'en customiser certains à la commande. Mais en tout cas, il y a le savoir-faire, je l'ai constaté, en menuiserie. Et puis également des activités au sein de cette matériothèque qui permettraient de détourner donc, et recycler du tissu réemployé. Restauration de meubles, j'en ai parlé à l'instant, et faire aussi des découpes à la demande avec une outilliothèque. Donc tout cela, eh bien, c'est un travail à plusieurs partenaires privés, partenaires publics, un partenaire privé qui accepte de construire cette matériothèque dont vous avez symboliquement le schéma sur la photo, donc qui sera donc zone du Landas pour cette matériothèque, parce qu'elle va donc être construite sur les ex-emplacements de Monsieur Bricolage. Le porteur de projet accepte de construire, suivant un cahier des charges que nous avons monté avec le syndicat mixte Nord-Atlantique, pour que nous soyons vraiment dans un cahier des charges adapté à cette future activité. Donc elle pourrait ouvrir à fin 2022, ce sera donc l'atelier, l'activité de fond. Et puis Espacia, puisque c'est le nom de l'entreprise qui a été donc donné à ce nom générique entreprise à but d'emploi, Espacia donc est d'ores et déjà installée zone de l'abbaye, avec le soutien de la commune, puisque nous louons cet emplacement, et les activités vont pouvoir démarrer prochainement pour les personnes en attente de cet emploi. Je ne voudrais pas être trop longue. Nous avons donc en perspective d'emploi pour l'année N, en équivalent temps plein, je parle puisqu'on est sur du temps choisi, donc en perspective d'emploi, on serait sur 46 équivalents temps plein pour l'année N, un palier à 70 pour l'année N+1 et 90 pour l'année N+2. Ce sont des prévisions. Le plan de financement et le business plan et le modèle économique ont été retravaillés dans les comités techniques avec l'appui des participants. Ici, il y a Sylvie Morand qui travaille au suivi de l'accompagnement et aux ateliers pour les personnes privées durablement d'emploi. Paul Longat aussi s'associe à ces ateliers. Je voudrais rappeler également que le comité local est composé d'un nombre de partenaires importants. Vous les avez sous les yeux. Toutes les collectivités ici sont représentées. La ville de Pontchâteau, le département bien entendu partenaire, la communauté de communes avec le service emploi, la région Pays de la Loire concernant la formation, l'État évidemment qui nous a accompagnés à chacune de nos réunions, le Pôle emploi et Madame Chevalier, directrice du Pôle emploi Trignac, la mission locale, les associations intermédiaires, Pacte et Accès Réagi, APEI 44, Ouest 44, FAS, Fondation Agir contre l'exclusion, le CERPS, le représentant, le club des entreprises locales, Veolia, Tipiac, Frais-Massé, des entrepreneurs locaux, et puis bien sûr le fonds ETZ-CLD et TZ-CLD, l'association qui nous a accompagnés depuis 2017. Donc toute la richesse et la diversité des acteurs qui assistent et qui participent à ce comité local ont été une clé de succès pour nous aider à monter progressivement finalement et démarrer une nouvelle entreprise. Donc c'est à saluer. Sur le plan de financement, je me permets de vous redonner quelques éléments complémentaires sur le plan de financement. Chaque poste va faire l'objet d'une contribution au développement de l'emploi qui sera versée par le fonds d'expérimentation et qui sera donc un fonds abondé par l'État à hauteur de 102% du SMIG et par le département à hauteur de 15% de cette somme. Le département a déjà délibéré, il apportera à hauteur de 2800 et quelques euros par équivalent temps plein sur la participation de l'État. Et puis nous attendons également une dotation d'amorçage à hauteur de 30% du SMIC par équivalent temps plein qui va être créée durant l'année civile que nous percevrons d'ici juin 2022. Et donc en attendant cela, nous avons concédé et délibéré ici une avance de trésorerie à hauteur de 100 000 euros
par la commune pour les frais de fonctionnement de l'association, le paiement des premiers salaires des emplois qui sont dits non conventionnés. Ici, je veux nommer la directrice qui est d'ores et déjà engagée, directrice de Espacea, Magali Fontenot, de son adjoint également, Vincent Lépinet, qui est en charge du volet administratif et financier. Et puis, nous allons également bénéficier d'une subvention de 130 000 € obtenue par le SMCNA via l'ADEME pour les investissements de matériel concernant la future matériothèque. Et enfin, un emprunt bancaire a été contracté à 150 000 €. Donc, cela a été supervisé aussi par un expert comptable Audicia que nous avons sollicité et avec qui nous avons contractualisé pour nous accompagner, sécuriser notre plan de financement et sécuriser surtout le démarrage de cette entreprise. Elle bénéficiera, cette entreprise, aussi de bénévolat au démarrage, bénévolat pour apporter de l'aide à la mise en route des ateliers. Donc 411 mètres carrés, c'est la surface de ce local 1 rue de Archimède, de cette nouvelle entreprise. Elle comprend une partie bureau, une partie atelier, 2 cellules de 50 mètres carrés, un espace extérieur goudronné clôturé. C'est une entreprise à part entière, parmi d'autres, au sein de la zone économique. Voilà pour ce projet que je voulais partager. Et donc, eh bien, il nous reste maintenant à patienter encore quelques jours pour que Madame la ministre du Travail puisse émettre le décret et nous permettre de signer les conventions à la fois avec l'État, le fonds, la commune et Espacea. Nous aurons ces conventions à signer. Dès lors que ce sera fait, on pourra engager la signature des premiers contrats à durée indéterminée. Et c'est une belle satisfaction et le résultat d'un travail collectif, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un travail collectif de fond et un engagement qui ne s'est pas démenti depuis 2017. Et ça, c'est à saluer. Et on s'en sort grandi et avec de nouveaux liens sur un territoire qui fonctionne bien avec des collectivités engagées. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Donc, eh bien, nous en ferons l'officialisation, l'inauguration très vite dès que les décrets vont être tombés et que les conventions seront signées. Voilà. Voilà pour terminer sur ce projet. Merci. Voilà pour terminer sur ce projet. Donc, on termine toujours avec quelques dates pour vous donner ceux qui vont démarrer à compter donc de 2022. Donc, 26 janvier 2022. Et puis, vous avez ensuite mars, avril, mai, juin. Lisez 14 septembre 2022. Le petit 1 s'est sauvé, mais c'est bien 14 septembre 2022. 19 octobre 2022, 7 décembre 2022. J'appelle votre attention sur les trois premiers, même, puisque c'est des ordres du jour avec le débat d'orientation budgétaire, avec le bilan administratif, le compte administratif, le budget 2022. Donc les trois premiers sont toujours voilà, avec des ordres du jour conséquents. Donc j'appelle votre vigilance pour votre disponibilité. Il me reste peut-être, malgré ces circonstances, à souhaiter à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, d'excellentes fêtes de Noël. Et puis, je rappelle évidemment, ma collègue me dit, Sylvie, les manifestations du week-end, je les ai rappelées tout à l'heure en introduction. Je vous souhaite de profiter de ces manifestations ce week-end en respectant au maximum les gestes barrières, ou en appelant les organisateurs à en tenir compte. Nous sommes dans un taux d'incidence, je ne veux pas refroidir l'ambiance, mais un taux d'incidence extrêmement élevé. Donc, soyons prudents, portez-vous bien tous, et puis à l'année prochaine. Merci.